Aujourd'hui, on se penche sur la perte de poids. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment ça marche de façon claire, efficace et surtout que ça dure, quoi. On va essayer de laisser tomber un peu les mythes, les solutions miracles, pour se concentrer sur les bases scientifiques. Alors, par où on commence? Le déficit énergétique. C'est exactement ça. C'est vraiment le cœur du réacteur, si on peut dire, le mécanisme de base. En fait, pour que le corps aille chercher dans ses réserves, dans les graisses principalement, il faut lui donner moins d'énergie, donc moins de calories, que ce qu'il dépense chaque jour. C'est ce déséquilibre, ce fameux déficit, qui force l'organisme à utiliser ses stocks. C'est incontournable, physiologiquement parlant. Donc, principe numéro un, créer ce déficit. Alors, il y a principalement deux leviers. Le premier, c'est évidemment de réduire ce qu'on mange, l'apport calorique. Le deuxième, c'est d'augmenter la dépense d'énergie, donc l'activité physique. Bouger plus. Ou les deux en même temps, j'imagine. Oui, et c'est souvent ça le plus efficace et le plus équilibré en fait. Combiner un peu moins dans l'assiette et un peu plus d'activité. Ça permet d'atteindre le déficit sans avoir l'impression de se priver énormément, ni de devoir passer sa vie à la salle de sport. C'est plus réaliste. Justement, l'assiette. C'est là que ça se complique souvent. On entend parler de régime sans glucides ou alors très riche en protéines. Est-ce que c'est si important la répartition? Alors, c'est une nuance très importante. Pour la perte de poids en elle-même, donc juste le chiffre qui baisse sur la balance, ce qui compte avant tout, c'est le total des calories, le déficit global. Que ces calories viennent des protéines, des glucides ou des lipides, si le déficit est là, on perd du poids. C'est la thermodynamique, en gros. Ah, donc finalement, tous ces débats sur faut-il manger gras ou sucré pour la perte de poids brut, ce serait secondaire. Pour la perte de poids purement quantitative, oui, dans une certaine mesure. Mais, et c'est un mais énorme, la façon dont on répartit ses calories, la qualité de ce qu'on mange, ça, c'est un impact majeur sur d'autres choses. Ah voilà, c'est ça qui m'intéresse. Quelles sont ces autres choses? Parce que perdre du poids en étant affamé, fatigué ou en perdant ses muscles, c'est pas le but, j'imagine. Tout à fait. Deux aspects principaux. La satiété, comment on gère la faim, et la préservation de la masse musculaire. Pour la satiété, ils mettent en avant l'importance des fibres alimentaires. Les fibres, on les trouve où déjà? Principalement dans les légumes, les fruits, les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, et aussi les céréales complètes. L'intérêt, c'est qu'elles calent bien. Elles prennent de la place dans l'estomac, ralentissent la digestion. Du coup, on se sent rassasié plus longtemps après le repas. Ça aide beaucoup à éviter de craquer entre les repas. Logique, ça évite les fringales. Et pour les muscles alors? Pourquoi c'est si important? C'est l'autre point. Quand on est en déficit calorique, le corps a besoin d'énergie. S'il manque de calories venant de l'alimentation, il peut être tenté d'aller puiser dans les protéines des muscles. Pour limiter ça, le document insiste sur un apport suffisant en protéines. Il donne même une fourchette, environ 1,2 à 1,5 g de protéines par kilo de poids corporel et par jour. 1,2, 1,5 G par kilo. Ok. Et ça aide à quoi concrètement ces protéines? Ça aide le corps à préserver ses muscles pendant qu'il brûle les graisses. C'est crucial parce que le muscle, c'est un tissu qui consomme de l'énergie, même au repos. Plus on garde de muscles, plus le métabolisme reste élevé. C'est important pour la perte de poids, mais aussi pour ne pas reprendre après. D'accord. Donc fibres pour la faim, protéines pour les muscles. Et les sucres, les plats préparés, tout ça, le document en parle? Oui, il recommande de limiter ce qu'on appelle les sucres simples, le sucre blanc, les sodas, etc., et les aliments ultra transformés. Pas forcément parce qu'ils font grossir plus à calories égales, mais plutôt parce qu'ils apportent beaucoup de calories pour peu de nutriments utiles, peu de vitamines, de minéraux, de fibres. Et souvent, ils ne calent pas très bien. Ce sont les fameuses calories vides. Elles remplissent l'estomac sans vraiment nourrir et ça rend plus difficile de contrôler l'apport calorique total tout en ayant ce dont le corps a besoin. C'est clair. C'est bien plus nuancé que le sucre c'est mal. Donc, en résumé pour l'assiette, total calorique d'abord, mais ensuite focus sur les fibres et les protéines pour que ce soit tenable et pour garder les muscles. C'est ça. C'est une très bonne façon de résumer l'approche nutritionnelle qui est décrite, oui. Parfait. Passons à l'autre pilier alors. Bouger. L'activité physique. On sait que ça brûle des calories, ça aide au déficit. Absolument. L'effet sur la dépense énergétique, c'est vrai, ça contribue au déficit. Mais le rôle de l'exercice va plus loin. Un point très important, c'est son rôle pour aider à maintenir la masse musculaire, voire parfois la développer un peu, même pendant qu'on perd du poids.
Ah oui, ça rejoint ce qu'on disait sur les protéines. Exactement, les deux vont de pair. Préserver le muscle, c'est préserver le moteur métabolique. Ça aide à brûler plus de calories au repos et ça facilite la stabilisation du poids après la perte. C'est vraiment clé pour éviter l'effet yo-yo dont on parlera sûrement. Est-ce qu'il y a des recommandations sur le type d'activité ou la quantité? Oui, au moins 150 minutes par semaine d'activité d'endurance d'intensité modérée. Genre marche rapide, vélo, natation? C'est ça, c'est une bonne base. Mais ils insistent aussi, et c'est important, sur un autre type d'exercice. Lequel? Pas que du cardio, j'imagine? Non, justement, le texte met vraiment l'accent sur l'importance de la musculation, ou du renforcement musculaire en général. Ça peut être avec des poids, des élastiques, ou même juste le poids du corps. Pourquoi? Parce que c'est ce type d'effort qui envoie le signal le plus clair au corps pour lui dire « Attention, on a besoin de ces muscles, ne les sacrifie pas ». D'accord, donc le combo gagnant, ce serait un peu de cardio pour le cœur et la dépense calorique, et de la muscu pour protéger les muscles et le métabolisme. C'est tout à fait l'idée. La combinaison des deux semble vraiment optimale pour une perte de poids de qualité, c'est-à-dire perdre du gras en préservant au maximum le muscle. Ça améliore la composition corporelle et c'est meilleur pour la santé globale. Très clair. On a donc l'assiette et le sport. Mais on sait bien que savoir quoi faire, c'est une chose, et le faire sur la durée, c'en est une autre. La tête, les habitudes, ça joue un rôle énorme, non? Oui, fondamental. C'est souvent là que ça coince en fait. L'importance de l'accompagnement ou en tout cas d'une approche comportementale. Il ne s'agit pas juste de savoir qu'il faut manger des légumes et faire du sport. Il faut aussi apprendre à gérer la faim émotionnelle, les envies liées au stress, à l'ennui. Il faut identifier ce qui déclenche les mauvaises habitudes et trouver des stratégies pour y faire face autrement. C'est un vrai travail sur soi sur le long terme. Et comment on fait concrètement? Parce que c'est parfois un peu tabou de demander de l'aide pour ça. Plusieurs pistes, le suivi, ce qu'on appelle l'autosurveillance, tenir un journal de ce qu'on mange pour prendre conscience, se peser régulièrement, mais sans obsession, juste pour voir où on en est. Ces outils aident à rester connecté à ses objectifs et à ajuster si besoin. Et concernant l'aide extérieure, consulter un professionnel, une diététicienne nutritionniste, un médecin nutritionniste, parfois un psychologue spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire ou même un bon coach sportif qui est formé sur ces aspects, ça peut vraiment faire la différence. Ça apporte un cadre, des conseils personnalisés, un soutien quand c'est difficile et surtout ça aide à déconstruire les vieilles habitudes et à en construire de nouvelles, plus saines et qui tiennent la route. Gérer le comportement, c'est souvent ce qui transforme un régime temporaire en un changement de vie durable. Ça me semble essentiel, effectivement, et ça nous amène à cette idée de durabilité. Le document, d'ailleurs, il met en garde contre certains types de régimes, ceux qui sont très à la mode. Tout à fait. Il y a une mise en garde assez nette contre les approches très restrictives, très rapides, celles qui promettent monts et merveilles en très peu de temps, souvent en supprimant des catégories entières d'aliments. Le texte souligne que ces régimes miracles sont très souvent associés à un risque élevé de reprendre tout le poids perdu, voire plus. C'est le fameux effet yo-yo. L'effet yo-yo, on en entend beaucoup parler. Juste pour être clair, c'est quoi exactement et pourquoi c'est si problématique? Pendant la restriction forte, on perd du gras, mais aussi pas mal de muscles. Et quand on reprend du poids, on reprend surtout du gras. Donc au fil des cycles, on peut se retrouver plus gras et moins musclé qu'au départ, même si on pèse le même poids. Ça rend la perte de poids suivante encore plus difficile. Un vrai cercle vicieux. D'accord. Donc, pour éviter ça, pour viser la durabilité, quelle est l'alternative? L'approche qui ressort est fondamentalement différente. Elle repose sur plusieurs idées fortes. D'abord, l'individualisation. Ce qui marche pour Paul ne marche pas forcément pour Jacques. Il faut adapter à la personne, à ses goûts, son rythme de vie. Ensuite, la progressivité. On change les choses petit à petit, pas de révolution brutale. Ça permet de s'habituer, d'intégrer les changements sans que ce soit une torture. Et puis, l'accent est mis sur la qualité nutritionnelle globale. Pas juste compter les calories, mais choisir de bons aliments qui nourrissent vraiment. L'idée générale, c'est de construire un nouveau mode de vie. Un mode de vie sain, équilibré, mais aussi agréable. Quelque chose qu'on peut tenir toute sa vie, idéalement. Donc, c'est moins faire un régime que changer ses habitudes pour de bon. C'est exactement ça. L'objectif final, c'est pas juste le chiffre sur la balance à court terme, c'est d'améliorer sa santé générale, son énergie, son bien-être, de façon durable. Et la perte de poids, ou le maintien d'un poids santé, devient alors une conséquence naturelle et positive de tout ça. Bon, essayons de récapituler tout ça. Pour une perte de poids saine et qui dure, il faudrait
Primo, créer un déficit calorique, mais modéré, idéalement en jouant sur l'assiette et l'activité physique. Deuxio, soigner son alimentation. Assez de protéines pour les muscles, des fibres pour être calé et limiter les calories vides des aliments trop transformés ou sucrés. Tertio, bouger régulièrement en mixant cardio et renforcement musculaire. Et travailler sur le mental, les habitudes. Ne pas hésiter à se faire aider et viser des changements progressifs et personnalisés. J'ai bien résumé l'esprit ? Oui, c'est une excellente synthèse. Ça reprend bien tous les points clés et l'équilibre nécessaire entre ces différents aspects. Physio, nutrition, exercice, comportement. C'est cette vision globale qui semble être la plus prometteuse pour réussir sur le long terme. Parfait. Et pour terminer, pour nous laisser matière à réfléchir, quelle serait la petite pensée, la question à méditer ? La vraie question à se poser, ce n'est peut-être pas comment perdre X kilos le plus vite possible, mais plutôt quelles habitudes saines, mais aussi agréables pour moi, est-ce que je peux mettre en place petit à petit dans ma vie ? Des habitudes qui me font me sentir mieux, plus en forme, en meilleure santé, et qui, logiquement, m'amèneront vers mon poids d'équilibre, celui que je pourrais maintenir sans lutte permanente. Ça change complètement la perspective, non ? On n'est plus en guerre contre soi ou contre la nourriture, on construit quelque chose de positif. Et le poids, il devient juste un indicateur de cet équilibre retrouvé. Avant de partir, allez jeter un œil à la description. J'y ai laissé quelque chose d'important que je ne peux pas détailler ici. Vous devriez y trouver une info utile pour vous.